Depuis 50 ans, le phénomène des objets volants non identifiés, communément appelés OVNI, défraie régulièrement la manchette. Exploité par la presse à sensation, ridiculisé par les sceptiques, largement méprisé par la communauté scientifique, le phénomène OVNI n'en captive pas moins l'imagination populaire. Au Canada, les sondages confirment l'intérêt de la population pour les objets volants non identifiés. Aux États-Unis, il se publie chaque année une bonne dizaine de livres sur le sujet et Hollywood leur consacre au moins un film par saison. C'est d'ailleurs au pays de l'oncle Sam que l'on retrouve la plus importante association ufologique au monde, le MUFON, le Mutual UFO Network. Une fois l'an, ses membres se réunissent en congrès. C'est le salon de la soucoupe volante. Responsable du site internet ufocity.com et qu'auteur du livre Left at Eastgate, Peter Robbins est un artiste réputé établi à New York. Il connaît bien la communauté des chasseurs d'OVNI. We are a wildly varying lot of people. Nous formons un groupe de gens très hétéroclites, un peu comme n'importe quelle tranche de la société, je crois. Ce qui nous unit, c'est d'abord la curiosité et un peu l'esprit d'aventure. Nous aimons bien chercher des trésors, que ce soit dans une bibliothèque ou sur le terrain. Nous sommes pour la plupart des idéalistes et par là même un peu naïfs. La motivation, évidemment, est d'essayer de comprendre ce qui se passe. Mais bien souvent, quand on gratte un peu sous la surface, on trouve, je dirais, un désir de croire aux extraterrestres. Au-delà d'une rigueur de façade, on voit apparaître ce désir de croire. Nous nous intéressons à une vérité qui se cache derrière un authentique mystère. Certains d'entre nous sont détenteurs de doctorats en sciences, d'autres proviennent du milieu des arts, attirés au phénomène par leur sensibilité créatrice. C'est précisément cet éclectisme qui a contribué dans une large mesure à ternir la réputation de la communauté ufologique. Sitôt une observation connue, chasseurs d'ovnis et journalistes se retrouvent au coude à coude sur le terrain et essaient, de part et d'autre, de tirer de l'événement le maximum de substance. Pour les uns, c'est le moment privilégié de réaliser un reportage spectaculaire. Et pour les autres, une occasion inespérée d'exposer leurs thèses les plus farfelues. Conspiration planétaire, enlèvement, menaces extraterrestres. C'est ainsi que les commentaires des chercheurs plus rigoureux sont noyés dans les récits folkloriques, lesquels s'attirent invariablement la faveur des médias. Pris en otage dans ce capharnaüm idéologique, il n'est donc pas étonnant que la communauté des chasseurs d'OVNI se soit créée au fil des ans la réputation d'attirer en son sein toute une bande d'illuminés. Comme ce fut le cas dans d'autres champs d'activité, nous avons en tant que groupe évolué vers davantage de sophistication au fil des années. Il y a eu des fraudes, nous avons assisté à des percées remarquables en matière de recherche, nous nous sommes un peu mieux organisés. Et aujourd'hui, nous sommes peut-être un peu plus respectés du public, mais pas suffisamment. Ainsi, au fil des ans, les groupes ufologiques se sont vus forcés d'évoluer au gré des intérêts de leurs membres, un intérêt lui-même façonné à la fois par l'actualité et la pression des médias. En somme, les ovnis d'aujourd'hui ne sont plus les mêmes que ceux d'hier. Pour bien comprendre cette évolution, il nous faut remonter en 1947 à l'affaire Kenneth Arnold, celle-là même qui devait donner naissance à l'expression « soucoupe volante ». Pour nous guider dans les méandres de cette histoire étonnante, personne n'est plus qualifié que le sociologue français Pierre Lagrange. Chercheur au Centre de sociologie de l'innovation à l'École nationale supérieure des mines de Paris, Pierre Lagrange est auteur de nombreuses études sur la question des ovnis. Depuis quelques années, il s'est imposé comme l'un des plus importants historiens de l'ufologie. L'affaire Kenneth Arnold, c'est le début de l'histoire des soucoupes volantes. C'est le moment où on invente l'expression soucoupe volante, flying saucers. Donc ça se passe en 1947, le 24 juin. Et c'est un pilote privé, qui est un homme d'affaires qui a 32 ans à l'époque, qui observe au-dessus du mont Rainier, dans l'État de Washington, donc dans le nord-ouest des États-Unis, un vol d'engins bizarre, qui vont à 2 fois la vitesse du son d'après ses estimations,
et qui ont une forme tout à fait inhabituelle. Ils sont pas en forme de soucoupe justement. Ils sont arrondis à l'avant et triangulaires à l'arrière. Il a comparé leur vol à celui de soucoupes qui bondissaient sur l'eau. Il a dit ça à un journaliste de la presse écrite et celui-ci a écrit « soucoupe volante ». C'est ainsi que l'appellation est née et que depuis ce jour, elle nous accompagne. Les objets observés par Kenneth Arnold n'étaient probablement rien d'autre qu'une formation d'oiseaux migrateurs. Pourtant, son témoignage va donner naissance à l'ère moderne des soucoupes volantes. Mais en 1947, ces objets volants non identifiés ne sont pas encore synonymes d'engins spatiaux extraterrestres. À l'époque, en 1947. Donc, les premiers témoignages, Kenneth Arnold pense avoir affaire à des armes secrètes. Alors bien sûr, on va parler d'extraterrestres très tôt. C'est-à-dire que dans les premiers articles de presse, quand on regarde la presse du 27 juin 1947, 26 et 27 juin 1947, on voit qu'on évoque des engins extraterrestres. Mais c'est une hypothèse parmi d'autres, et à l'époque, c'est surtout l'hypothèse des engins secrets qui est retenue. Au lendemain de l'observation de Kenneth Arnold, l'armée américaine se réfugie dans le mutisme le plus complet et prend des mesures défensives exceptionnelles. Pourtant, malgré ces spectaculaires préparatifs militaires, une véritable armada de soucoupes volantes semble déferler impunément sur l'Amérique. Des quatre coins du pays, les citoyens affirment avoir aperçu des objets volants non identifiés. Comme l'armée refuse de rendre publics ces rapports, de petits groupes, formés de 2 ou 3 individus, entreprennent alors de colliger ces observations. L'ufologie, c'est-à-dire l'étude des phénomènes ovnis, est en train de naître. Les premiers ufologues apparaissent dans les années 50, donc les premiers groupes, c'est le NICAP, la PRO, donc les grands groupes des années 50, vont peu à peu intégrer tout un tas de détails qu'ils n'intégraient pas au départ. Au départ, les ovnis survolent. Les soucoupes volantes sont des engins qui volent dans le ciel, qui ne se posent pas. Peu à peu, on va accumuler des histoires d'atterrissage. Et les enquêteurs vont évoluer dans leur conception du phénomène. Professeur d'histoire à l'Université Temple de Philadelphie, David Jacobs est l'auteur d'un livre phare, UFO Controversy in America. Je crois que les toutes premières organisations ufologiques telles la PRO ou le NICAP ont joué un rôle extrêmement important dans la controverse déclenchée par le signalement des premiers ovnis. In the overall controversy over UFOs was really very important. C'est grâce à ces groupes qu'on a commencé à colliger les observations, à les analyser, à maintenir l'attention du public en éveil. Ils ont contribué aussi à développer une méthodologie pour recueillir les témoignages et analyser les observations. C'est donc dans cette effervescence du début des années 50 que l'origine extraterrestre des soucoupes volantes va rapidement s'imposer pour devenir l'interprétation, sinon la plus rigoureuse, du moins la plus populaire. Laissés dans l'ombre, les chercheurs les plus sérieux, c'est-à-dire ceux qui refuseront de se ranger sans discussion à cette opinion, seront stigmatisés par les tenants de la théorie extraterrestre comme étant des ignorants ou des gens de mauvaise foi. 50 ans après l'observation de Kenneth Arnold, on peut s'interroger sur la manière dont les ovnis, qu'on associe à l'origine à des armes ultra-secrètes, en sont venus à passer pour des véhicules interplanétaires. Comment les extraterrestres en sont-ils venus à occuper tout le devant de la scène ufologique? Une des personnes qui est responsable de l'idée selon laquelle les soucoupes volantes sont des engins extraterrestres, c'est Donald Keough, qui est un ancien militaire, qui est devenu journaliste et qui va être chargé par le magazine True en 1949 de faire une enquête sur cette histoire. Keough, au départ, est assez sceptique d'ailleurs, puisque les contacts qu'il avait gardés dans l'armée, en gros, envoyaient l'histoire promener en considérant que ce n'est pas sérieux. Mais en creusant le dossier, il a l'impression que les militaires ne lui disent pas tout et qu'il y a quelque chose d'important derrière tout ça. Et l'article qu'il publie dans le numéro de janvier 1950 de True est un des premiers qui va vraiment populariser de façon générale cette hypothèse. 3 ans après la publication de cet article, Donald Keough publie Flying Saucer from Outer Space, dont le succès en librairie viendra consolider la théorie de l'origine extraterrestre des ovnis. Désormais, le débat se polarise. Extraterrestre ou non, voilà la question.
Tandis que l'Amérique se focalise sur cette polémique concernant l'origine des objets volants non identifiés, de l'autre côté de l'Atlantique, la France devient le théâtre d'une vague d'observations d'ovnis sans précédent. Si jusqu'alors les ovnis s'étaient cantonnés dans leur rôle d'objets célestes, voilà maintenant qu'ils se posent un peu partout. Pire, leurs occupants en profitent pour fouler le sol de notre bonne vieille terre. L'une des histoires les plus retentissantes est celle de Marius de Wilde, survenu à Carouble, dans le nord de la France, le 10 septembre 1954. Alors j'ai entendu mon chien qui criait pas normalement. Alors je n'y ai pas fait cas au départ. Et c'est après que je suis sorti. Je me suis donc approché donc ici, vous voyez. Et ce qui s'est passé, j'ai eu deux hommes, je vous dis, deux êtres. Alors c'est là que je pensais... À quelle distance était-il de vous? À peu près, vous voyez, pour traverser le chemin, à peu près, quoi, 4 mètres. Sur ce chemin de terre, là? Sur ce chemin de terre, là. 4 mètres, oui. Oui, 4 mètres. Alors décrivez-les-nous, ces deux hommes. Ces hommes, je les vois plutôt petits, à peu près 80 cm à 1 mètre. Votre soucoupe est là. Oui. Comment est-elle partie? Ben, ma soucoupe est partie à la verticale, peut-être 40 mètres. Et tout de suite, comme ça? Alors c'est là qu'elle a pris son aspect comme une boule de feu. Vous savez, je l'ai vu partir dans la direction de l'Est. Dans les années 60, il y a tout un tas de nouveaux enquêteurs qui arrivent, notamment John Keel, donc il va publier toute une série de livres, et qui, lui, enquête sur des affaires qui étaient un peu délaissées par les autres, notamment tout ce qui sort un peu du cadre, qui est lié aux ovnis, mais qui sort un peu du cadre. C'est-à-dire qu'on n'est plus avec des gens comme John Keel dans le cadre d'un phénomène qui est des créatures extraterrestres qui nous visitent dans les soucoupes volantes, mais on est dans un cadre beaucoup plus complexe, à la fois proche de l'écologie et proche de l'occultisme, avec un phénomène qui serait peut-être lié à notre nature profonde. Alors certains vont penser à des hypothèses psychologiques, là on est plutôt dans quelque chose de parapsychologique, où un phénomène se manifeste par rapport à notre culture, pour nous signifier autre chose que simplement une idée de visite extraterrestre. Et John Keel va créer tout un mouvement, à la fin des années 70, on pourrait dire de psycho, de parapsycho-ufologie, de gens qui s'intéressent au phénomène en considérant que le phénomène est beaucoup plus lié aux témoins qu'on ne le pensait. Les années 70 marqueront également l'abandon du dossier OVNI par l'armée de l'air des États-Unis. Ainsi, en parallèle avec les travaux de John Keel, d'autres chercheurs, souvent issus des milieux universitaires, ont-ils s'employé à occuper ce créneau laissé vacant par les militaires. Dans les années 1970, en particulier après que l'armée de l'air américaine eut lancé son projet Blue Book, ce qui s'est passé, c'est que les gens se sont enfin sentis libres de s'afficher. Du moins, ceux qui étaient braves pouvaient maintenant se montrer, parler ouvertement de recherche sur les ovnis, travailler ensemble. C'est dans ce contexte que Hynek a créé son centre en 1973. Nous avions alors un comité aviseur formé de scientifiques de bonne réputation, et tout cela a débouché sur une espèce de floraison de projets de recherche qui a débuté au cours des années 60 et trouvé son apogée au cours des années 70. C'est au cours des années 80 que le mouvement a commencé à décliner, pour toutes sortes de raisons, comme encore une fois le manque de financement par exemple. Ou encore parce que nous n'enregistrions aucun progrès spectaculaire. Cette absence de résultats concrets amène les ufologues à s'interroger. L'étude des ovnis est au bord du schisme. Et à la fin des années 70, il y a un phénomène intéressant qui se passe en ufologie, c'est que la critique vient de l'intérieur. C'est-à-dire que longtemps, les sceptiques étaient des rationalistes, des gens, comme on dit, qui ne connaissent pas le dossier. Et là, ça change, c'est-à-dire que des ufologues, des gens qui se sont passionnés pour le sujet, qui ont longtemps cru, entre guillemets, vont commencer à dire « nous n'y croyons plus ». Alors en 77, il y a un ufologue d'un des groupes les plus importants en France qui s'appelle Lumière dans la nuit, qui publie un livre qui s'appelle « Et si les ovnis n'existaient pas ?» et qui dit « les ovnis, à mon avis, ce sont des mauvaises interprétations de phénomènes connus et c'est une mythologie ». Ça ne correspond à rien de réel. Il n'y a pas d'extraterrestres qui se promènent dans notre atmosphère. Il n'y a pas de phénomène mystérieux. Ça se ramène à des confusions avec des choses banales. Vénus, des ballons sondes, des avions, la Lune et tout ce qui s'ensuit. Les ufologues, qui jusque-là s'étaient lancés à la chasse aux ovnis, prennent subitement conscience que la cueillette des témoignages est, à elle seule, insuffisante pour comprendre le phénomène. Le phénomène qui se déroule à la fin des années 70, quand les premiers sceptiques apparaissent, qu'est-ce qui se passe en ufologie?
c'est l'époque où, après avoir longtemps discuté des témoignages, les ufologues sont en train de se dire « on veut devenir scientifique, il faut payer le prix ». C'est-à-dire qu'il faut changer nos méthodes. On ne peut plus se contenter de recueillir des témoignages, il faut, comme les scientifiques, produire des faits. C'est-à-dire qu'on a longtemps cru que les scientifiques, le travail du scientifique, c'était d'observer la nature. En fait, ce n'est pas ça. Un scientifique, il est dans son laboratoire, il voit très peu de la nature, il regarde des instruments, il regarde des diagrammes, des courbes, des choses comme ça, et c'est là où la nature se manifeste de façon très éloignée. S'il va dans la nature, au milieu d'une forêt ou sur une montagne, il ne voit rien. Je veux dire, effectivement, il est au milieu de la nature, mais il ne peut rien faire. Donc, la question que se sont posées ces ufologues, c'est de se dire comment présenter ces données, ces histoires d'ovnis, de manière à ce que ça devienne quelque chose de scientifique. Et ils se sont rendus compte qu'il y avait un prix à payer, qui était plus de simplement récolter des histoires, et même essayer de les expertiser comme le meilleur juge ou le meilleur policier, mais essayer d'anticiper sur les faits et de produire des choses qui permettraient de prendre des décisions sur, enfin, de décider s'il y a quelque chose ou pas. François Bourbeau, originaire de Drummondville au Québec, appartient à cette nouvelle génération d'ufologues apparus dans la mouvance de cette idéologie des années 1970. Mon premier travail, mon premier champ d'intérêt, c'était d'abord d'attirer dans les rangs de la recherche ufologique des gens du milieu universitaire. Et je me suis très vite buté d'abord à des préjugés sociaux, des préjugés très vastes et larges, surtout probablement par crainte pour ces hommes et ces femmes dans le domaine universitaire officiel de perdre un peu de plume sur leur crédibilité, mais aussi, je dirais, par un profond manque de connaissance du dossier. Et je dois avouer que, de prime abord, ce qui nous manque dans la recherche ufologique, chez nous, les amateurs sérieux qui voulons faire pousser un peu plus sur la roue là, de la compréhension du problème, c'est fondamentalement un problème de financement, fondamentalement aussi un problème de ressources humaines et aussi, il faut bien l'avouer, un accès très limité à de la technologie qui nous permettrait à nous aussi de pouvoir procéder à des tests rapides sur le terrain, là où il y a des évidences physiques qui apparaissent sur le sol, entre autres, pour procéder nous-mêmes, puisqu'on est des techniciens, on est au front, hein, on est les premiers sur la ligne de front, à pouvoir peut-être éliminer une première couche d'analyse avant de peut-être aller plus loin et là remettre ça dans les mains des personnes plus compétentes encore pour pousser plus loin la recherche et c'est peut-être là que ça fait défaut. L'un des cas les plus emblématiques de ce manque de support à la fois financier et logistique est celui de Sainte-Marie-de-Maunoir, un petit village rural situé à moins de 100 km de Montréal, au Québec. J'étais sûr que c'était un 4x4, sauf qu'après avoir bien regardé, il était par-dessus la maison de mon voisin. C'était bleu partout dans la maison. Et puis, le bruit a persisté, un bruit continu. Pour moi, c'est quelque chose qui vient d'ailleurs. Je me dis, ils sont peut-être plus avancés que nous autres parce qu'eux, ils viennent chez nous. Ça l'éclairait partout. Peut-être, je sais pas comment, de distance, là, on voyait clair, pareil comme dans le jour. Aujourd'hui, plusieurs experts considèrent cette observation comme l'un des cas les plus troublants. Mais les ufologues impliqués dans ce dossier ont vu leur enquête tourner court, faute de moyens. François Bourbeau était l'un des principaux acteurs de cette affaire. Le cas de Sainte-Marie-de-Maunoir est probablement le dossier qui aurait permis la plus belle nomenclature possible au niveau de la science pour permettre justement un travail de recherche extrêmement poussé. Parce que, outre le fait qu'il y a eu plusieurs témoignages de plusieurs types de témoins différents, c'est-à-dire des gens très compétents dans un domaine, il y a eu des policiers qui ont été témoins. J'étais impressionné, c'était quelque chose que j'avais jamais vu. Plusieurs couches sociales qui ont été représentées au niveau de la nomenclature des témoins, mais il y a eu des évidences physiques qui ont été laissées sur le sol, il y a eu des effets électromagnétiques qui ont été enregistrés dans l'environnement immédiat de la présence de l'OVNI. Il y a eu donc une trace sur le sol qui est apparue en plein hiver où l'herbe a été reverdie. J'ai réussi, moi, en payant de ma poche, des analyses à l'Université Laval où on a enregistré des taux de chlorophylle de 10 fois supérieurs pour l'azote, c'était 300 % augmenté. Je trouve ça vraiment bizarre parce que la teneur en chlorophylle aurait dû être égale partout s'il n'y avait pas eu de phénomène spécial. Je pense humainement que c'est impossible de truquer la teneur en chlorophylle dans les plantes au mois de novembre. Alors, on avait là du matériel enquêtable. Et là où, encore une fois, malheureusement, on a peut-être raté un peu notre coup, c'est qu'on n'a pas réussi à intéresser un assez grand nombre de gens dans le domaine botanique,
dans le domaine physique, dans le domaine de l'électricité magnétique, de la mathématique même, ou encore du génome des plants, où il y aurait eu matière à faire énormément de travail pour éliminer toutes sortes de causes naturelles. Au fil des années, la communauté des chasseurs d'ovnis s'est progressivement scindée en deux clans. L'un formé de partisans purs et durs de l'origine extraterrestre des ovnis, l'autre constitué d'ufologues se définissant eux-mêmes comme sceptiques. Donc il semble que l'ufologie correspond à un fonctionnement plus d'un groupe d'individualités plutôt qu'un fonctionnement en réseau comme on a en science. Et mon interprétation, c'est que les sceptiques ne correspondent pas à une phase où l'ufologie serait devenue enfin scientifique, mais en fait à une phase où elle serait retombée dans la croyance qu'elle critiquait. Puisqu'en fait, l'ufologie sceptique correspond à un débat d'opinion comme l'ufologie croyante avant. Ça n'est guère différent. Donc après avoir cru aux ovnis, on n'y croit plus. Mais qu'est-ce qu'on produit? Longtemps, les rationalistes ont dit « enfin, les ufologues sont devenus scientifiques ». Quand on regarde les faits, ce n'est pas du tout ça. C'est-à-dire que alors qu'on avait à un moment la controverse qui se stabilisait, où on commençait à travailler, à avoir un travail de type scientifique, même si c'est des scientifiques amateurs, un peu comme les astronautes, on a une controverse qui repart. C'est-à-dire qu'après avoir dit ça existe, on dit ça n'existe pas. Mais quand on dit ça n'existe pas, on ne devient pas scientifique, on recrée de la controverse. Et c'est une controverse qui ne produit pas plus de science qu'avant, puisqu'en fait chacun y va de sa propre opinion, mais ce sont des opinions personnelles, ce n'est pas un travail. C'est très facile d'être ufologue. On arrive, on fait imprimer sa carte de visite, on publie dans des bulletins, et c'est assez facile. Être scientifique, c'est beaucoup plus difficile. Ça demande d'avoir des diplômes, avoir toute une expérience et tout, qui est sanctionné par les autres. C'est collectivement sanctionné. Si le mouvement ufologique connaît des soubresauts idéologiques récurrents, il se frotte également à une autre réalité, permanente celle-là, la crise financière. Victimes de la précarité de leur budget, la plupart des associations ufologiques n'ont pas les moyens d'embaucher du personnel rémunéré. Ainsi, la quasi-totalité de leurs collaborateurs sont-ils des bénévoles, bien intentionnés certes, mais qui posent régulièrement des problèmes de disponibilité, de compétences, qui mènent à des enquêtes bâclées. Captivés par la question des ovnis depuis le milieu des années 70, collaborateur au magazine Fate et co-signataire de UFO Briefing Document, Antonio Aineus connaît bien les problèmes auxquels font face les ufologues. Un des principaux problèmes de la recherche ufologique, c'est le manque de financement. C'est terrible, et si vous allez dans d'autres pays, c'est plus flagrant encore. Il y a toutefois eu une courte période vers le milieu des années 90 où les philanthropes se sont intéressés au phénomène. À la fin des années 90, le multimillionnaire américain Lawrence Rockefeller a financé la tenue d'une série de réunions sur la côte est américaine. Présidé par l'astrophysicien Peter Sturrock de l'Université Stanford en Californie, les réunions de Pocantico sont aujourd'hui considérées comme la plus importante initiative de ces dernières années en matière d'ufologie. Spécialiste de l'optique, François Louange dirige la société Fleximage, une entreprise spécialisée dans l'imagerie satellite. Il a participé activement aux réunions de Pocantico. Alors, le congrès de Pocantico, organisé à la demande de M. Rockefeller en 1997, a été quelque chose d'extrêmement instructif. En fait, ce monsieur, qui, comme on sans doute dispose d'argent en quantité suffisante, en dépense beaucoup pour des causes soit artistiques, soit humanistes, etc. Et se posait la question, en ce qui concerne M. Lawrence Rockefeller, des ovnis en général et des crop circles en particulier. Il a donc financé la tenue dans son centre de Pocantico, qui est l'ancienne maison de la famille, d'un colloque d'une semaine, le thème étant les traces physiques. C'est pas seulement les ovnis en général, c'est les traces physiques. À la base, vous aviez deux types de scientifiques. D'une part, ceux qui provenaient du milieu ufologique, de vrais professionnels tels Vallée, Velasco, Richard Haynes,
et John Schuessler et plusieurs autres qui défendaient les dossiers de l'ufologie. Et ils ont présenté les meilleurs cas d'atterrissage, les meilleures photos, les meilleurs enregistrements radars. D'autre part, vous aviez un panel de scientifiques neutres, qui n'étaient ni pour ni contre, mais qui étaient également des scientifiques professionnels. Donc le but était de faire parler les chercheurs sur les ovnis devant les scientifiques et d'essayer de trouver un terrain commun et d'en faire un petit bouquin qui dirait quel est l'état de la réflexion là-dessus. Pourquoi il a fait ça? Parce que jusqu'à présent, la seule chose qui existait dans le domaine, c'était le rapport dit Condon, qui avait été commandité par l'armée américaine il y a de ça pas mal d'années, un quart de siècle, et qui avait pour but de savoir ce qui se passait sur ce sujet. Or, le rapport Condon, dont le corps est extrêmement épais et a été lu par très peu de gens, contient énormément d'informations, dont beaucoup relatent des phénomènes inexplicables. Mais les conclusions officielles du rapport Condon, que tout le monde connaît, disaient premièrement, on n'a rien trouvé, et deuxièmement, la science n'a que du temps à perdre à se pencher sur ce genre de sujet sans intérêt. Donc c'était lapidaire, et depuis, la science ne marchait que là-dessus. Par rapport aux conclusions de Condon, il dit, sur la conclusion qu'on n'a rien trouvé de définitivement probant, c'est toujours la même chose. Rien de ce qu'on a entendu ne nous paraît être une preuve absolue qu'il y a des phénomènes inconnus, et encore moins des extraterrestres. Mais sur le deuxième point, à savoir quelle devrait être la position de la science, nous sommes diamétralement opposés. C'est-à-dire que nous pensons que, compte tenu de l'évolution des informations rassemblées d'une part, des technologies disponibles de l'autre, la science aurait tout à gagner à se pencher intelligemment sur ce sujet et à essayer d'écouter les ufologues et de continuer. Si les réunions de Pocantico ont débouché sur une reconnaissance de l'intérêt posé par le dossier des ovnis, pourquoi alors l'establishment scientifique s'intéresse-t-il si peu à ce phénomène? Si quelqu'un trouve le moyen d'une applicabilité technologique du problème des ovnis, regardez bien les mécènes suivent par derrière qui ont de l'argent, qui vont vouloir financer. Peut-être pas des groupes d'ufologues en premier lieu, mais il y a peut-être un paquet de gens, peut-être à Pocantico, dans un prochain meeting avec M. Sturrock, qui vont dire « Ah ah, on a 10 millions sur la table, messieurs, qui nous attend. Allez à vos planches de travail, aiguisez vos crayons. » Toutefois, avant de spéculer sur un hypothétique intérêt pour les ovnis de la part de la communauté scientifique, il faudrait que les ufologues eux-mêmes arrivent à s'accorder entre eux sur la pertinence des informations qu'ils recueillent et sur la manière de les présenter. Le matériel en soi, les données, même s'il provient d'excellents cas, est assez ambigu et peut être adapté à n'importe quelle théorie. Si par exemple vous vous intéressez aux trucs bizarres, eh bien vous allez en trouver. Si votre intérêt porte sur des observations plus sobres, vous pouvez vous concentrer sur les cas impliquant des pilotes et des données radars. Et c'est ce qui s'est passé. Orientés par leurs idées personnelles, les gens puisaient ce qui leur convenait dans les données et tentaient de démontrer l'exactitude de leur théorie. Au bout de tant d'années, on peut s'étonner que si peu de chercheurs professionnels se soient laissés séduire par l'intérêt scientifique que représente le dossier OVNI. Mais peut-être sommes-nous simplement témoins d'un affrontement entre une vision idyllique de la science et le caractère éclaté de l'ufologie. Un des grands échecs de l'ufologie en Occident, un peu moins en Europe, mais certainement au Canada et aux États-Unis, est de ne pas avoir réussi à convaincre la communauté scientifique et universitaire de la légitimité de son sujet. Je crois qu'on est déçu si on croit que la science trouve toujours des solutions. Or, encore une fois, dans le domaine de la connaissance, les solutions sont très rares. C'est-à-dire que les scientifiques, quand ils étudient un dossier, il est très rare qu'ils arrivent à se mettre d'accord sur ce que c'est. Alors bien sûr, quand on lit les ouvrages d'histoire des sciences, il y a des grands noms. Il y a Galilée, il y a Newton, il y a Einstein, il y a tous ces gens qui ont apporté à la connaissance scientifique. Mais on oublie que 99% de la recherche scientifique, c'est une recherche qui n'aboutira à rien. Qu'on fait parce que c'est nécessaire, parce qu'il faut chercher, parce qu'il faut se poser des questions, parce qu'il faut faire avancer les choses. Mais souvent, on n'arrive pas à se mettre d'accord. C'est très difficile d'arriver à obtenir un consensus en science. Donc, si on se place hors de ce domaine contrôlé, qu'est de l'activité scientifique, dans un milieu avec des amateurs, avec des intervenants très différents, et on comprend que ça soit encore plus difficile. Et du coup, il est encore plus intéressant, parce que, comment dire, l'argument c'est toujours de dire, les ufologues ne sont pas sérieux, ils ne sont pas capables de produire un fait positif, ils ne sont pas comme les scientifiques qui arrivent à faire des choses sérieusement. Mais moi j'ai tendance à prendre le problème différemment. Si en science, malgré toutes les exigences qu'il y a des collègues, le fait d'avoir des diplômes, des publications, des contrats, tout ce qui s'ensuit, si malgré tout ça, on a aussi peu de faits en science, c'est encore plus extraordinaire que de voir qu'en ufologie,
Alors qu'il n'y a aucun de ces contrôles, on arrive malgré tout à avoir quelques situations dans lesquelles on a des gens comme ceux de la SOBEPS qui arrivent à faire des choses sérieuses. Donc je crois que c'est exactement l'inverse. C'est pas que les ufologues sont peu sérieux, c'est qu'ils sont par rapport à leur milieu très sérieux. C'est exactement le contraire. Alors que on devrait plutôt exiger des scientifiques qu'ils produisent beaucoup plus de choses qu'ils n'en produisent. Un demi-siècle après la naissance de l'ufologie, les chasseurs d'ovnis sont pratiquement aussi éloignés de la solution globale de l'énigme qu'ils l'étaient il y a 50 ans. Ces résultats mitigés sont-ils à mettre au compte d'un manque de rigueur, d'un choix douteux en matière de témoins, ou plus simplement, les ufologues payent-ils la note pour avoir trop souvent privilégié le sensationnalisme? De toute évidence, nous ne savons pas encore ce que sont les ovnis. Si nous le savions, la discussion se situerait déjà à un autre niveau. Le grand public, et c'est vrai même en France, je ne parle pas des chercheurs, mais de la culture véhiculée par les médias, le grand public associe presque automatiquement les ovnis avec des visiteurs extraterrestres. C'est en quelque sorte une interprétation culturelle, une sorte de vision populaire qui règne partout dans le monde. Dans ce monde qui privilégie le superficiel, l'écrasement de Roswell ou les enlèvements par des extraterrestres ont un grand pouvoir de séduction. C'est de la dynamite. Même si le temps file, Roswell a eu lieu il y a 53 ans. De tels événements captivent encore l'imagination populaire. Je crois qu'il est devenu très difficile de faire des recherches sérieuses en ufologie, parce que les médias en ont fait un sujet de divertissement, de sensationnalisme. Le désintéressement de l'élite scientifique pour la question des ovnis n'est pas uniquement imputable à l'engouement des ufologues pour ces rumeurs loufoques d'enlèvement par des extraterrestres ou d'écrasement de soucoupes volantes. Ce désintéressement est également entretenu par les préjugés du public et la superficialité des médias. Membre associé au Centre national de la recherche scientifique à Paris, Bertrand Meeus enseigne également l'ethnologie à l'Université de Paris et est l'auteur de plusieurs livres sur les ovnis, dont En soucoupe volante. Il y a un ensemble de facteurs qui interviennent. D'une part, le côté désordonné de la recherche qui a été faite jusqu'à présent, qui a été faite en partie par des amateurs, donc qui ne présentent pas les standards de qualité qui sont requis dans la science normale. Et puis d'autre part, il y a effectivement l'incroyable difficulté de faire admettre ce sujet comme un sujet non seulement sérieux, mais important. Le message n'a pas encore réussi à percoler dans l'esprit des hommes de science en France. Pour vous donner un exemple, dans ma partie, chez les sociologues, les ethnologues, on pourrait supposer que ça ne pose pas de problème puisqu'ils étudient au moins un phénomène sociologique ou culturel. Mais même vu sous cet angle, c'est encore pas pris très au sérieux d'étudier les ovnis. Un sociologue qui étudie les ovnis aujourd'hui, lui-même risque d'être mis un peu à l'écart. Alors là, ça devient complètement absurde. Et donc on voit bien qu'il y a une sorte de barrière, vous voyez, de rejet de type culturel ou philosophique. Les gens importants ne regardent pas nos découvertes. C'est beaucoup plus facile de se dire ça ne peut pas être vrai parce que c'est faux, donc ça n'existe pas. En conséquence, je ne perdrai pas mon temps. Toute cette attitude est sous-tendue par l'ignorance. Si vous vous donnez la peine de reculer à l'été ou l'automne de 1947 et que vous analysez les premiers rapports d'observation d'OVNI tels que publiés par les médias américains, vous verrez apparaître une même structure de reportage dans tous les grands journaux, à commencer par le New York Times. Elle n'a pas beaucoup changé aujourd'hui. Et c'est à peu près celle-ci. On vous rapporte d'abord un incident ou une observation. Ensuite, dans le même article ou dans un article subséquent, vous avez la réaction d'un expert qui n'a généralement aucune connaissance sur le sujet, mais qui est un psychologue, un biologiste, un ingénieur minier, qui va répondre « c'est une sottise ». Moi, j'ai un doctorat et je sais de quoi je parle.
Le public américain et occidental en général a été brillamment conditionné par les médias, le gouvernement et par lui-même à câbler son cerveau de manière très précise lorsqu'il entend le mot OVNI. Vous voyez les lèvres d'un type qui dit « j'ai vu un objet volant non identifié » et vous entendez « je suis probablement fou et je devrais me faire interner ». Afin de sortir l'ufologie du ridicule et du mépris dans lequel elle s'est elle-même enfermée, afin de déterminer avec certitude si oui ou non le phénomène OVNI est d'origine exotique, il importe de lui accorder un minimum de soutien et d'appui logistique. Je pense qu'une intervention étatique est indispensable pour faire un travail complet. Pourquoi? Parce que la plupart des sources d'informations les plus utiles viennent de corps d'État. Si je prends la France, vous avez la gendarmerie, l'armée de l'air, l'aviation civile. Il est évident que ce genre d'organismes ne vont transmettre des informations, en particulier l'armée de l'air avec tout l'aspect confidentiel défense, qu'à un organisme étatique. Et ça va être extrêmement difficile à un autre d'obtenir ces mêmes informations, les enregistrements radars, les choses comme ça. À la fin des années 1970, la France est devenue le seul pays du G8 à s'être doté d'un tel organisme. Le CEPRA, acronyme pour Service d'expertise des phénomènes de rentrée atmosphérique, s'intéresse entre autres à l'étude des phénomènes aérospatiaux non identifiés. Hébergé dans le spectaculaire Centre national d'études spatiales de Toulouse, le CNES, équivalent français de la NASA, les destinées du CEPRA sont menées depuis des années par l'ingénieur Jean-Jacques Velasco. Le CNES est un organisme public qui diffuse une information. Je dois dire, sur ce sujet, il n'y a pas grand-chose à cacher. Aujourd'hui, on a porté à connaissance du public un très grand nombre de nos enquêtes, de nos investigations, et on continuera à le faire dans le futur. Aujourd'hui, le CEPRA n'a plus dans sa mission d'informer en permanence le public sur ses enquêtes, ses investigations, comme le faisait précédemment le GEPAN avec ses notes techniques et ses notes d'information. Simplement, c'est une question de moyens. Même s'il reconnaît que ses services ne disposent pas de tous les appuis logistiques nécessaires pour mener une enquête globale sur le phénomène OVNI, Jean-Jacques Velasco voit mal comment le CEPRA pourrait s'associer à des groupes ufologiques sans hypothéquer sa crédibilité et, par ricochet, celle du CNES. L'ufologie, ce qu'on appelle l'ufologie, c'est en fait une association de gens qui s'intéressent particulièrement donc à ces manifestations. Donc ils développent à titre d'amateur un intérêt pour ces questions. Nous ne sommes pas du tout dans le même domaine que ces groupes d'amateurs. Ici, nous faisons un travail scientifique, à savoir que nous examinons des manifestations, des faits qui sont rapportés, et nous nous en tenons simplement à l'analyse scientifique de ces faits. Outre la France, seuls quelques pays d'Amérique du Sud, souvent sous le couvert de leurs activités militaires, ont mis sur pied des services officiels de collecte de rapports d'observation d'OVNI. Ailleurs dans le monde, ces mêmes rapports sont généralement égarés, détruits ou, au mieux, terminent leur jour dans les sous-sols d'un bâtiment administratif. Au Canada, par exemple, le ministère des Transports et la Gendarmerie royale du Canada ont durant plusieurs années acheminé leurs rapports au Centre national de recherche du Canada. Au terme d'une lecture sommaire, ces mêmes rapports étaient de nouveau transférés et acheminés aux Archives nationales où ils attendaient patiemment qu'un citoyen vienne les consulter. Récemment, l'ufologue canadien Chris Rutkowski a entrepris de faire quelque chose de constructif avec ses rapports d'observation. Depuis l'an 2000, un accord entre Transport Canada et moi-même fait en sorte que les rapports d'observation d'OVNI me soient transmis. Chaque année, je collige ces rapports et je travaille avec mes collègues canadiens à la publication d'un rapport annuel de ces observations afin de comprendre ce que les gens ont réellement vu. Le Conseil national de recherche du Canada n'est pas intéressé par les ovnis à proprement dit, mais par la possibilité qu'un rapport d'ovnis puisse les mener à récupérer une météorite. Moi, j'ai choisi de faire quelque chose avec ces données, parce que je crois qu'il est important de comprendre ce que les gens ont vraiment vu.
Non pas ce qu'on rapporte dans les tabloïds, ni ce qu'on voit sur les écrans des cinémas, mais bien ce que les témoins ont vu. Et pour faire cela, nous avons besoin des véritables rapports. Donc, d'un strict point de vue scientifique, la collection de ces données est une bonne affaire, car elle nous permet de collaborer avec d'autres chercheurs canadiens qui, eux, colligent des données au Québec, à Terre-Neuve, en Colombie-Britannique, au Yukon ainsi qu'au Nunavut. En analysant ces données, nous arriverons peut-être à comprendre ce que les témoins voient vraiment lorsqu'ils observent un ovni. L'initiative de Chris Rutkowski est une exception. Aux États-Unis, par exemple, le plus important producteur de rapports sur les ovnis, il n'existe aucun mécanisme qui permette que les rapports d'observation soient remis aux groupes ufologiques. Ces données finissent invariablement leur jour à la déchiqueteuse. Une chose que je ne comprends pas, c'est qu'en Amérique, après toutes ces années, il n'y ait pas encore de dépôt central pour les rapports d'observation. Ça aurait été de l'argent bien utilisé que de créer un centre d'archives, de sorte qu'une organisation qui ferme ses portes puisse y déposer sa documentation lorsque son directeur décède, par exemple. Mais il n'y a rien. Après 50 ans de recherche, quel est le bilan de l'ufologie? Les chercheurs, majoritairement des amateurs, n'ont toujours pas réussi à intéresser la communauté scientifique à leur cause. Marginalisés, ils font toujours face aux préjugés. Pour l'heure, les chasseurs d'ovnis poursuivent leur quête, naviguant dans des univers fantastiques, à la recherche d'une preuve étayant leur théorie. Mais au-delà du discours ufologique, il est clair que la prise en charge d'une étude sérieuse sur les ovnis par l'institution scientifique ne passera pas par de longs discours philosophiques sur la grandeur de la science, mais par une série d'additions dans un livre comptable et par l'engagement de chercheurs imperméables à ces guerres de clochers auxquelles se livrent les ufologues. Les Américains ont besoin de davantage de théories sociologiques et les Européens de moins. En Amérique, cette théorie n'est pas du tout appréciée par la communauté ufologique, laquelle est totalement branchée sur le pratico-pratique. Les extraterrestres, les écrasements de soucoupes, les enlèvements et ce genre de choses. Mais en Europe, certains groupes sont à l'opposé du spectre et tout se réduit à dire « c'est un mythe ». Ils oublient que tout mythe a invariablement pour point de départ une réalité. Aujourd'hui, les mythes venus des Amériques ont tout balayé, surtout de l'Amérique du Nord, enfin des États-Unis, ont tout balayé. Et donc, les chercheurs comme Scorno, Pierre Lagrange, moi et d'autres, je ne dis pas qu'on a acheté l'éponge, on continue de s'intéresser, mais de toute façon, on ne nous écoute plus. À part Pierre Lagrange, qui lui a quand même davantage accès à moyen de se faire entendre, mais on ne nous écoute plus vraiment. Ce qui intéresse, ce sont ces mythes américains. Et il y a un autre phénomène qui joue, c'est l'énorme développement de l'Internet. Moi, je suis comme prof, j'ai de nombreux élèves qui s'intéressent aux ovnis, mais ils n'ont jamais entendu parler de toutes les recherches sérieuses qui ont été faites là-dessus. Quand on leur parle de soucoupe, eux, ce qu'ils voient, ce sont les mythes américains et tout ce qui circule sur Internet. Pour faire très vite, je vous dirais que moi, quand j'avais 25 ans, les ovnis, pour moi, c'était dans le ciel. Et on allait voir ça dans les champs, chez les fermiers. Et aujourd'hui, pour les jeunes du même âge, c'est dans Internet. C'est la raison pour laquelle ça m'intéresse beaucoup moins. C'est devenu une sorte de réalité virtuelle, vous voyez.